Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler complot, services secrets, disparition de navires placés sous embargo, détournement de matériel militaire, et tout ça dans la nuit de Noël 1969. Cette opération était tellement secrète qu'elle n'a même pas de page Wikipédia. Alors, l'opération Noah, c'était une opération de sauvetage de la faune en Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe, qui s'étendit de 1958 à 1964, rendue nécessaire par la création du lac Kariba sur le Zambèze, lors de la mise en eau du barrage de Kariba. Ok, alors non, c'est pas du tout cette opération Noah qui nous intéresse. L'opération Noah, c'est une opération menée il y a un peu plus de 50 ans par la marine israélienne avec le soutien logistique du Mossad, les services secrets de l'État hébreu, une opération plus connue sous le nom de l'affaire des vedettes de Cherbourg. Allez, ressortez vos boules de Noël, ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Le 25 décembre 1969, à 2 h du matin, 5 navires quittent discrètement le port de Cherbourg et s'engagent vers le large. Jusqu'ici, rien de plus banal. Mais 2 jours plus tard, ce départ nocturne fait la une des médias du monde entier, et pour cause. Les navires, des vedettes rapides de lance-missiles destinés à la marine israélienne, étaient placés sous embargo par la France depuis le mois de janvier de la même année, c'est-à-dire qu'il leur était normalement interdit de sortir du port. Pour comprendre comment les 5 vedettes ont pu quitter la France cette nuit de Noël 1969, alors qu'elles n'auraient pas dû, retournons un peu en arrière et retraçons le contexte de la commande de ces navires et du déroulement de leur construction en France. Au début des années 1960, Israël décide de rénover totalement sa flotte afin de faire face aux flottes arabes qui sont alors supérieures en nombre, mais aussi technologiquement grâce au soutien de l'URSS. Les tacticiens israéliens décident de s'appuyer sur des navires rapides afin de mener des attaques éclairs grâce à des canons à tir rapide et une arme en cours de développement, le missile mer-mer. Mais un petit problème se pose rapidement, c'est qu'ils n'ont pas le savoir-faire technique pour construire de tels navires et de telles armes. L'État hébreu doit se tourner vers l'étranger pour construire ces navires, et plus particulièrement vers la République fédérale d'Allemagne, pays pionnier dans ce type de navire. Mais pourquoi la RFA du coup Car la RFA est un soutien proche de Tel Aviv. Faut dire qu'après le petit moustachu furieux, les Allemands avaient une sacrée dette morale et ils s'en acquittent en livrant des armes diverses à Israël, dont une partie provient des stocks de l'OTAN. Mais ça, les États-Unis sont pas au courant. Il faut pas qu'ils l'apprennent. Parce qu'ils vont pas aimer. Du coup, un contrat est signé entre les deux pays en mars 1963. Mais la construction avorte en octobre 1964 suite à la révélation des trafics d'armes américaines entre les deux pays. Oups! Israël se tourne alors vers son plus grand allié, la France. Depuis le début des années 1950, les deux pays ont noué d'importants accords commerciaux et militaires et ont même mené une guerre en commun contre l'Égypte de Nasser en 1956 lors de la crise du canal de Suez. Aussi, presque naturellement, les deux États signent un contrat le 21 mai 1965 pour la livraison de 6 coques, c'est-à-dire des navires non armés dont la construction est confiée aux constructions mécaniques de Normandie, CMN de Cherbourg, dirigé par Félix Amiot. Oui, le même dont je parle dans cette vidéo. Le chantier reprend les plans allemands et poursuit le développement. Le 14 mars 1966, la commande israélienne est doublée et passe à 12 navires à fournir avant 1970. Le premier navire de la commande est mis à l'eau le 11 avril 1967 à Cherbourg. Tout se passe bien, trop bien. Car peu de temps après, les relations entre Israël et ses voisins arabes se dégradent à cause du président égyptien Nasser qui remilitarise le Sinaï et impose un blocus du détroit de Tiran aux navires hébreux. Ce qui les empêche d'accéder à la mer Rouge. Et forcément, ça fait des tensions. Tensions qui montent pendant le mois de mai. De Gaulle assure Israël son soutien en cas d'agression égyptienne, mais le rejette si Israël prend l'initiative. Ce dernier craint que le conflit ne dégénère en conflit mondial en raison de l'implication des États-Unis et de l'URSS dans cette zone. Et après 2 guerres mondiales, ça suffit. Pour éloigner cette perspective, le 3 juin 1967, le gouvernement français décrète un embargo sur les armes à destination du Moyen-Orient, décision qui impacte principalement Israël qui, au pied du mur, décide de mener une attaque préventive dès le 5 juin 1967. C'est le début de la guerre des 6 jours. À la surprise générale, Israël écrase les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes, et en 6 jours, d'où le nom de la guerre, s'est emparé du Sinaï, de la bande de Gaza, du plateau de Golan, de la Cisjordanie et surtout de Jérusalem-Est.
Dès la fin du conflit, l'ONU demande à Israël de restituer les territoires occupés, c'est la résolution 242 du 22 novembre 1967, et de Gaulle décide de lier la levée de l'embargo à l'application de cette résolution. En gros, tant qu'Israël rend pas les territoires occupés, l'embargo continue. Et pendant ce temps-là, à Cherbourg, et malgré l'embargo, la construction des vedettes et leur livraison se poursuit normalement, et ce grâce à une subtilité du contrat. Les navires construits étant livrés sans canon ni missiles, ils ne sont pas considérés comme une arme, et donc non concernés par l'embargo, pour l'instant. À la fin de l'année 1968, 5 vedettes ont déjà été livrées à la marine israélienne. 2 sont en phase d'essai à Cherbourg et sont stockées dans l'arsenal, où sont logés également les équipages israéliens. Mais, et vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu, car les événements au Moyen-Orient changent la donne. Le 26 décembre 1968, un commando palestinien attaque un avion de la compagnie israélienne El Al à l'aéroport d'Athènes, tuant un passager israélien. En représailles, l'armée israélienne lance un raid aéroporté sur l'aéroport de Beyrouth, au Liban, au cours duquel sont détruits une vingtaine d'avions appartenant à des compagnies arabes. Cette opération provoque la colère de la France, car le Liban est un pays ami de la France, et de plus le raid est réalisé à l'aide d'hélicoptères français. Une attaque qui a du coup fortement impacté une compagnie libanaise liée à Air France, voilà, donc la France est un peu mauvaise. La réaction française justement ne se fait pas attendre et l'embargo envers Israël est durci et devient même total à partir du 4 janvier 1969. La décision est tenue secrète afin d'éviter toute évasion de matériel. Mais des fuites ont lieu, avertit l'amiral Limon, désolé si je prononce mal son nom. Cet amiral du coup, chef de la mission d'achat israélienne à Paris, fait partir en urgence les 2 vedettes en essai à Cherbourg. Le 31 décembre, la numéro 6 quitte l'arsenal sous prétexte d'essai en mer et ne revient pas. Elle redonne signe de vie 2 jours plus tard, indiquant qu'elle poursuit sa route vers l'Italie pour recevoir son armement. Le samedi 4 janvier, la numéro 7 fait de même, dans le plus grand secret. Les ouvriers du chantier revenant le lundi retrouvent leur caisse à outils sur un quai totalement vide. Autre bizarrerie, l'ordre d'embargo n'arrive à Cherbourg que le 6, soit 2 jours après son application. Le gouvernement du coup est furieux et prend des sanctions contre la marine nationale à Cherbourg, qui décide aussitôt d'expulser les Israéliens de ces installations et refuse d'être mêlés à quoi que ce soit les concernant. Les navires construits seront donc stockés dans le port civil en face du chantier naval. En réaction à l'embargo, Tel Aviv décide de stopper ses paiements, posant un dilemme au PDG des constructions mécaniques de Normandie, Félix Amiot, qui se demande: doit-il interrompre la construction des navires et mettre ainsi une partie de son personnel au chômage, ou doit-il continuer la construction à ses frais dans une hypothétique levée de l'embargo? C'est la deuxième solution qui est choisie, et pour mettre toutes les chances de son côté, il double cette décision d'un intense lobbying auprès du gouvernement français pour lever l'embargo et le rembourser de ses frais. La marine israélienne, elle, a de son côté un besoin urgent de ses 5 dernières vedettes pour se moderniser, d'autant qu'elle subit depuis 1967 une véritable série noire. Le 21 octobre 1967, le destroyer Elliott est coulé lors d'une patrouille le long du canal de Suez par les missiles de vedettes égyptiennes, provoquant la mort de 47 marins. Le 25 janvier 1968, le sous-marin Dakar, racheté à l'Angleterre, coule au large de la Crète, son épave ne sera retrouvée qu'en 1999. La marine israélienne est alors prête à tout pour récupérer ses derniers navires et envisage plusieurs scénarios. Finalement, un stratagème pour contourner l'embargo est trouvé. Il suffit de faire acheter les navires par une société d'un pays tiers non concerné par l'embargo, qui pourra par la suite les revendre à l'État hébreu. Un départ en douceur qui demande cependant de nombreux préparatifs et surtout de maintenir le secret. Bah oui, ça reste un embargo. Attention, suivez bien car là on va décortiquer toute l'affaire. Le 15 octobre 1969, Mila Brenner, un homme d'affaires israélien lié au Mossad, fonde une société à Panama avec l'aide du cabinet juridique Arias, Fabregas et Fabregas, la Starboat Oil and Shipping Company. Sa direction est composée des 3 membres du cabinet juridique. Mila Brenner, dont le nom est absent des statuts, la dote aussi d'une boîte postale à Oslo et d'un représentant en la personne de Martin Olesien, désolé encore si je prononce mal, un homme d'affaires norvégien, grand armateur et directeur du groupe danois Akers. Ça va, vous arrivez à suivre? Maintenant que cette société est créée, le plan va pouvoir se mettre en place. Oui, j'ai pas réussi à dire cette phrase. Le 12 novembre 1969, Martin Olesiem prend contact avec Félix Amiot, le PDG des constructions mécaniques de Normandie, qui a 5 navires sur les bras et qui sait pas quoi en faire, et il lui fait part du besoin urgent de la Starboat d'acquérir 5 navires rapides afin de faire de la prospection pétrolière et le ravitaillement de plateformes en mer. Le hasard faisant très bien les choses, surtout quand il n'existe pas, Félix Amiot a justement 5 navires qu'il ne peut pas livrer et immédiatement disponibles. Il faut cependant convaincre la France et surtout le propriétaire des navires, Israël, de céder les navires, ce qu'il a toujours refusé pour en garder le contrôle. C'est pour ça qu'à cause de l'embargo, ils étaient bloqués dans le port de Toulouse, non
de Cherbourg. Félix Amiot contacte alors l'ingénieur général Louis Bonte, membre de la commission interministérielle chargée de l'étude de l'exportation du matériel de guerre, CIEEMG, qui accueille la proposition de la Starboat avec enthousiasme. Depuis plusieurs mois, le gouvernement cherche une porte de sortie à cette affaire, sans remettre en cause l'embargo. Ce dernier prend contact avec l'amiral Limon pour connaître sa position sur la proposition de la Starboat, et ce dernier donne au nom de son gouvernement un accord oral sur la cession des navires à la Starboat et dit qu'il fournira un document officiel plus tard. Dans l'urgence, un dossier est monté pour être présenté à la prochaine session de la CIEEMG, le 18 novembre 1969. Ajouté au dernier moment, le dossier reçoit un avis favorable pour une exportation vers la Norvège, comme le laisse penser l'adresse de la société et son représentant norvégien. Le dossier passe ensuite entre différents ministères sans jamais être remis en cause ni soulever les soupçons, et le 8 décembre 1969, la décision d'exportation des navires vers la Norvège au profit de la Starboat est officialisée. Bon, maintenant on a réussi à faire sortir les navires de France, il faut les faire aller en Israël maintenant. Et une nouvelle astuce est trouvée. La Starboat va aussitôt louer ses navires à une société pétrolière israélienne et solliciter la marine israélienne pour faire convoyer ses navires, qui acceptent bien sûr. Et on va tout faire pour que la France ne soit toujours pas au courant, ou en tout cas le moins vite possible. Bah oui, je rappelle que l'embargo est toujours en vigueur. Reste maintenant à préparer le départ dans le plus grand secret. Et oui, secret car comme je l'ai dit juste avant, l'exportation des navires doit se faire vers la Norvège et non Israël. La marine israélienne doit aussi attendre que la dernière vedette soit mise à l'eau le 16 décembre 1969 et programme l'opération pour le 24 décembre. Environ 80 marins israéliens commencent à converger vers Cherbourg, des vivres sont achetés dans l'ensemble des magasins de la région, puis stockés à bord et on économise le carburant lors des essais. Je rappelle que les navires ne sont pas équipés. Aussi, pour pallier à l'absence de radio à bord des derniers navires, on achète des talkie-walkie dans un magasin de jouets. On habitue le voisinage au bruit des moteurs le soir en vue de l'évasion, aux grandes dames des habitants. Mais alors que tout roule sur des roulettes, un article de presse anglais manque de faire capoter l'opération. Le Daily Telegraph produit un article expliquant la situation des navires israéliens bloqués à Cherbourg le 17 décembre 1969. Le contre-espionnage français demande alors des informations aux renseignements généraux de Cherbourg qui produisent une note le 20 décembre qui dévoile toute l'affaire. Selon des renseignements qui nous sont parvenus, ces vedettes quitteraient prochainement Cherbourg de façon légale, elles feraient l'objet d'une vente fictive à un pays de l'Europe du Nord et gagneraient Israël par la suite. Oups! Et aussi incroyable que ça puisse paraître, la note reste sans suite. What? Bah oui, c'est les vacances de Noël. Les fonctionnaires qui suivent le dossier sont en vacances. Et du coup, le 24 décembre au matin, les douaniers de Cherbourg effectuent normalement les procédures d'exportation et notent que les bateaux ont été renommés Starboat 1 à 5 et portent le pavillon norvégien. Le même jour, l'amiral Limon vient à Cherbourg pour superviser le départ et remettre le solde du paiement à Félix Amiot. Il dîne d'ailleurs avec ce dernier et les commandants des vedettes. Toutes les conditions sont remplies, sauf une essentielle, la météo. La Manche et l'Atlantique sont alors traversés par une forte tempête, interdisant aux navires de prendre le départ. Départ qui est alors repoussé à plusieurs reprises en attendant une accalmie, qui sera annoncée par la radio à minuit. Aussitôt, les équipages embarquent et démarrent les puissants moteurs à 1h. À 2h du matin, les 5 navires quittent Cherbourg en direction du nord, comme prévu, de la Norvège. Au même moment, l'amiral Limon est en route vers Paris, et Félix Amiot s'offre quelques vacances bien méritées. Le 25 décembre à 17h, un représentant des constructions mécaniques de Normandie informe officiellement les autorités du départ des navires, qui le notent sans plus de réaction. Et la presse locale, sur demande de Félix Amiot, reste silencieuse sur le sujet. Au moins un jour. Allez, un jour. Jusqu'à la nuit du 26 au 27 décembre, où plusieurs journalistes décident de rompre le silence et d'informer les agences de presse dont ils sont les correspondants. En quelques heures, la nouvelle fait le tour du monde et est reprise par la radio, obligeant le gouvernement à faire une déclaration dès 4h du matin qui explique que les vedettes ont fait l'objet d'une vente à une société norvégienne qui va les utiliser pour de la prospection pétrolière. Une déclaration malheureusement rapidement contredite par la Norvège elle-même qui affirme qu'il n'existe aucune société Starboat dans ses registres et que les navires n'ont pas le droit d'aborder son pavillon. La sphère médiatique s'emballe. Où sont les vedettes? Et où vont-elles? Vers la Norvège qui ne reconnaît pas les navires? Vers Panama, où est enregistrée la Starboat? Peut-être vers l'Alaska? Ah oui, c'était une annonce de Paris soir, hein. Entre-temps, les 5 vedettes, après avoir affronté des vagues de 8 mètres dans l'Atlantique, ont poursuivi leur route vers Israël, en longeant la côte sud de l'Espagne dans la soirée du 26 décembre, où elles sont rejointes par un cargo, affrété sous couverture par le Mossad, pour ravitailler en carburant. Finalement, au soir du 27 décembre, les vedettes sont signalées à Gibraltar, où la Royal Navy annonce le passage de 5 navires qui ont refusé de s'identifier. Le gouvernement français est ridiculisé et lance aussitôt une enquête et convoque l'ambassade d'Israël.
Plusieurs ministres prennent l'affaire comme un affront personnel, comme Michel Debré, ministre de la Défense, qui envisage de faire intercepter les navires en Méditerranée. Une solution écartée par le Premier ministre Chaban Delmas, l'impact diplomatique serait considérable. Les médias se ruent sur l'affaire et envoient des dizaines de reporters à Cherbourg, où ils se trouvent face au mutisme des habitants et sont contraints de filmer un quai complètement vide. Les élus locaux renvoient Paris à ses responsabilités, tout s'est fait de manière légale et dans les règles, et c'est Paris qui a donné son aval au départ. Pendant ce temps-là, la flottille de 5 vedettes poursuit son trajet en Méditerranée, où un second ravitaillement a lieu, au large de Malte, par un second cargo transformé en ravitailleur le 28 décembre. À aucun moment, les navires sont inquiétés par d'autres navires, les Américains suivent l'affaire de loin, idem pour les Soviétiques, les pays arabes n'osent pas intervenir. Finalement, seuls les avions et les hélicoptères affrétés par les médias suivent les navires. Le 31 décembre 1969, le nouveau président français Georges Pompidou convoque un conseil des ministres consacré à l'affaire, et les premières conclusions de l'enquête reconstituent la supercherie de l'amiral Limon et la naïveté de Louis Bonte dans la préparation du dossier et aboutit à un communiqué annonçant la suspension de l'ingénieur général Louis Bonte et du général Bernard Cazelès, chef de la CIEEMG, le maintien de la politique actuelle du gouvernement en Méditerranée, la demande du renvoi des membres du corps diplomatique israélien impliqués dans l'affaire, l'ouverture d'une enquête administrative sur les éventuelles complicités du côté français, et le gouvernement ne s'exprimera plus sur cette affaire. Au même moment, à 18 h, les 5 vedettes font une entrée triomphale dans le port de Haïfa, ville côtière d'Israël, où elles sont accueillies par l'ensemble des médias locaux. Alors les déclarations officielles israéliennes tentent de maintenir l'illusion d'une utilisation civile des navires par une compagnie pétrolière locale, mais dès 1971, la marine israélienne organise une parade navale pour exhiber ses navires. Et 2 ans plus tard, ces mêmes vedettes de Cherbourg connaissent leur baptême du feu lors de la guerre du Kippour en octobre 1973, où elles s'illustrent en remportant le premier combat naval missile contre missile de l'histoire face à la Syrie et assureront la suprématie navale de l'État hébreu, et ce jusqu'à leur retrait à la fin des années 1980. De son côté, le cerveau de l'opération, l'amiral Limon, dont la presse révèle la présence à Cherbourg le soir du départ, est contraint de repartir en Israël le 10 janvier 1970, afin d'éviter d'aggraver les relations diplomatiques entre la France et Israël, qui resteront assez froides pendant 10 ans. La France favorisant désormais à nouer des relations commerciales avec les pays arabes, dont la Libye du colonel Kadhafi, qui vient de prendre le pouvoir, et qui commande en masse des armes à la France, notamment des Mirage, dont une partie serviront à attaquer Israël en 1973, ce que la France ne va pas trop apprécier et qui va causer la levée de l'embargo envers Israël l'année suivante en 1974. L'autre grand gagnant de l'affaire, c'est Félix Amiot. Jamais inquiété dans l'histoire, sa société profite d'une immense publicité mondiale par la médiatisation de l'affaire et se retrouve sollicité par les marines du monde entier qui remplissent son carnet de commandes. Morale de l'histoire, toujours bien vérifier à qui vous vendez des armes, surtout si elles sont placées sous embargo. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe, financièrement sur Tipeee ou Utip. N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Merci à World of Warships d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour tester gratuitement le jeu. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque là, c'est grâce à vous. Rejoignez-les. Un dernier merci à Justin Le Carpentier, docteur en histoire contemporaine, qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les livres qu'il a pu écrire, les liens sont aussi en description. D'ailleurs, je vous fais gagner un de ces livres, rendez-vous en commentaire pour tenter d'en remporter un exemplaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Moi, ma vedette préférée c'est », puis vous rajoutez le nom d'une personnalité que vous appréciez. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.